Bonjour, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour voir la première partie du programme de physique niveau seconde, celle sur les mouvements et les interactions, donc une partie sur la mécanique. Nous aurons pour cela 3 chapitres, je vous invite à télécharger les fiches de cours de chacun d'entre eux dans la description de la vidéo. Le premier chapitre concernera les mouvements, le second concernera les forces et le troisième un petit peu les deux puisqu'on parlera du principe d'inertie. Démarrons tout de suite avec le premier chapitre qui s'intitule « Décrire un mouvement ». Et nous commencerons ce chapitre par des définitions importantes pour être capable de décrire correctement un mouvement en classe de seconde. Ensuite, nous verrons qu'en classe de seconde, nous faisons en fait de la mécanique du point et que cela va nous permettre d'obtenir des trajectoires claires. Puis nous verrons enfin comment calculer et tracer des vecteurs, et notamment le vecteur vitesse. Tout d'abord, un petit mot de vocabulaire auquel il va falloir s'habituer rapidement. L'objet, la personne ou l'astre dont nous allons étudier le mouvement en physique, il va s'appeler le système. Donc si je veux étudier le mouvement d'une pomme, mon système, ce sera la pomme. Si je veux étudier le mouvement d'une voiture, mon système, ce sera la voiture. Admettons que l'on souhaite étudier le mouvement d'une pomme située sur la table d'un train qui part du quai. Le mouvement de cette pomme il va être différent dépendamment du point de vue par rapport auquel on la regarde. Si on est dans le train à côté de la table et qu'on regarde la pomme, elle va nous apparaître immobile. Par contre, si on regarde la pomme depuis le quai, elle va bouger, elle va s'en aller au fur et à mesure que le train démarre. Donc en fonction du point de vue, le mouvement il va être différent et il faudra choisir un point de référence qui va nous permettre d'étudier le mouvement de nos systèmes. Ce point de référence que l'on choisit s'appelle un référentiel. Je peux par exemple choisir d'étudier le mouvement de cette pomme en utilisant le quai comme référentiel, ou bien je peux étudier le mouvement de la pomme en utilisant le siège passager comme référentiel. En classe de seconde, nous allons utiliser 3 référentiels principaux pour caractériser les mouvements de nos systèmes. Le premier référentiel à connaître, c'est le référentiel terrestre. Donc un référentiel qui est lié à la surface de la Terre, autrement dit le sol. En physique, nous utilisons souvent ce référentiel pour des études dites laboratoires, comme observer la chute d'une balle, une bille qui roule, mais aussi on peut analyser le mouvement de véhicules qui se trouvent à la surface de la Terre, comme un vélo, une voiture. Un second référentiel à connaître, que nous allons utiliser en classe de seconde, c'est le référentiel géocentrique. Lorsqu'on utilise ce référentiel, on prend comme point de référence pour étudier notre mouvement le centre de la Terre. Et ce référentiel il va être utile pour étudier le mouvement des satellites situés en orbite de la Terre, que ce soit des satellites naturels comme la Lune ou des satellites envoyés par l'homme. En effet, si pour étudier ces mouvements on utilisait le référentiel terrestre, à savoir un point de la surface de la Terre, le mouvement observé il ne va pas être celui auquel on s'attend, puisque la Terre elle tourne sur elle-même, ce qui rajouterait des rotations et on ne pourrait pas bien observer la trajectoire de nos satellites. Enfin, un dernier référentiel qu'on peut être amené à utiliser, c'est le référentiel héliocentrique. Cette fois-ci, le point de référence utilisé, c'est le centre du Soleil. Donc ce référentiel il pourra servir pour étudier le mouvement des planètes situées dans le système solaire. Un autre élément essentiel qui va nous permettre de décrire nos mouvements, c'est l'échelle temporelle, qui va nous servir à déterminer les instants où nous allons observer le système. Si on pense à une voiture qui avance au ralenti, on peut par exemple observer cette voiture toutes les secondes, et on fixe alors l'échelle temporelle ΔT à 1 seconde. Mais étant donné que notre voiture roule au ralenti, nous n'avons en fait pas besoin de l'observer toutes les secondes. On pourrait tout simplement prendre une position de la voiture toutes les 2 secondes, et ce serait suffisant pour notre étude du mouvement. Dans ce cas-là, on va fixer l'échelle temporelle ΔT à 2 secondes. À présent, si on veut étudier le mouvement de la Lune autour de la Terre, on ne va pas l'observer toutes les 2 secondes, sinon on aurait beaucoup trop d'informations. Étant donné que la Lune met 28 jours à faire le tour de la Terre, on pourrait l'observer par exemple tous les 4 jours, ce qui va nous suffire pour étudier le mouvement de la Lune. Dans ce cas-là, on fixe donc notre ΔT, notre échelle temporelle, à 4 jours. Et enfin, si on veut étudier le mouvement de la Terre, on va se placer déjà dans le référentiel héliocentrique, et on ne va pas utiliser une échelle temporelle de 4 jours, on aurait beaucoup trop d'informations là aussi. Étant donné que la Terre fait le tour du Soleil en environ 365 jours, on peut fixer une échelle temporelle à 50 jours, c'est-à-dire repérer la position de la Terre tous les 50 jours, et ce sera largement suffisant pour étudier le mouvement de cette planète autour du Soleil. Donc lorsque l'on étudie le mouvement d'un système, l'échelle temporelle, c'est le temps que l'on attend entre 2 observations du système. Cette échelle temporelle qui se note ΔT, elle est souvent donnée dans les énoncés des exercices.
mais on pourrait vous demander si une échelle temporelle elle est pertinente pour tel ou tel cas d'étude. À présent, nous allons parler d'échelle spatiale, celle qui va nous permettre de représenter notre mouvement dans les bonnes proportions. Si on reprend par exemple l'exemple de notre voiture, même si elle avance au ralenti, elle avance tout de même de 5 mètres toutes les 2 secondes. Et si je veux représenter le mouvement de cette voiture sur ma feuille de papier, en notant 3 positions successives par exemple, il va me falloir 10 mètres de papier pour représenter cette situation. Et comme notre feuille de papier elle ne mesure pas 10 mètres, on va plutôt représenter cette situation sur environ 10 cm de papier, en utilisant comme échelle spatiale 1 cm pour 1 mètre. Autrement dit, 1 cm sur ma feuille de papier équivaut à 1 mètre dans la réalité. Ainsi, je vais bien pouvoir représenter mon mouvement dans les bonnes proportions. Maintenant, si on souhaite étudier le mouvement de la Terre dans un référentiel héliocentrique, c'est pareil, on ne va pas pouvoir dessiner sur notre feuille de papier la vraie distance entre la Terre et le Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres. Et nous allons donc choisir une échelle spatiale qui va nous permettre de représenter la situation sur notre feuille de papier en gardant les proportions. Admettons qu'on veuille faire un schéma d'environ 10 cm, dans lequel on représente un cercle de diamètre 300 millions de kilomètres, pour bien prendre en compte toute la situation. Et bien, en faisant un petit tableau de proportionnalité, on va pouvoir trouver quelle est la distance réelle qui correspond à 1 cm sur notre feuille de papier. On va donc pouvoir déterminer l'échelle spatiale. Et en faisant un produit en croix, ici, on trouve que x il est égal à 300 millions divisé par 10. Donc finalement, l'échelle spatiale que nous avons choisie pour pouvoir dessiner un schéma de 10 cm, elle est de 30 millions de kilomètres pour 1 cm. Autrement dit, 30 millions de kilomètres dans la réalité correspondent à 1 cm sur notre papier. L'échelle spatiale, elle vous est généralement donnée dans l'énoncé, mais on peut aussi vous demander de choisir une échelle spatiale pertinente en fonction de la situation que vous étudiez. Enfin, une dernière chose qui va nous permettre d'étudier correctement le mouvement d'un système, c'est le repère. Un repère, il va nous permettre de noter les coordonnées de notre objet ou de notre système à chacune de ses positions. On pourra s'en servir par la suite pour calculer notamment des vitesses. Et un repère, il va pouvoir avoir par exemple 3 axes si on souhaite étudier un mouvement en 3 dimensions, ce qui signifie que pour chaque position de la balle, nous aurons 3 coordonnées. Autrement dit, à chacun des instants où la balle est représentée, la balle elle a une valeur en X, une valeur en Y et une valeur en Z. Cependant, au lycée, nous étudierons la plupart du temps des situations en 2 dimensions. Et nous n'aurons que 2 valeurs pour chaque position du système. Une valeur de Z, par exemple, qui donnera une indication sur la hauteur, et une valeur de X qui nous donnera une indication sur la distance parcourue par la balle. Et parfois même, on étudiera les mouvements avec une seule dimension, comme la chute d'une balle. Dans ce cas-là, vous aurez une seule valeur pour la position de la balle à chaque instant qui va nous intéresser, puisqu'on ne s'intéresse qu'à la hauteur que prend la balle à chaque instant. Et c'est seulement une fois qu'on a bien défini ces 5 choses, qui sont à connaître en classe de seconde, à savoir le système que l'on étudie, le référentiel qu'on utilise, quelle est notre échelle temporelle, notre échelle spatiale, puis quel est le repère que nous utilisons, c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir correctement commencer à étudier le mouvement d'un système. Et pour une étude complète du mouvement, il va nous falloir déterminer 2 choses, la trajectoire de l'objet ou du système et sa vitesse. Commençons par la trajectoire et intéressons-nous ici à un snowboarder. Nous étudions ici donc le système snowboarder dans un référentiel terrestre. Ici nous avons 8 photos en rafale du snowboarder avec 50 millisecondes entre chacune, ce qui fait que notre delta t il est de 50 millisecondes, notre échelle temporelle. L'échelle spatiale, elle nous indique que le snowboarder il a fait un saut de plus de 5 mètres, 6 mètres de long à peu près. Et vous voyez un petit repère aussi en 2 dimensions, puisque nous allons étudier le mouvement selon 2 axes. I pour le déplacement horizontal et J pour le déplacement vertical. Et au lycée, lorsque nous allons étudier la trajectoire d'un système, nous allons faire ce qu'on appelle de la mécanique du point. C'est-à-dire que nous allons simplifier le système, le ramener à un seul point. Et nous dirons que l'essentiel de la masse du système, elle est concentrée dans ce qu'on appelle le centre d'inertie du système. Ici, par exemple, nous avons obtenu un seul point pour le snowboarder toutes les 50 millisecondes. Et nous allons donc étudier la trajectoire du snowboarder uniquement à travers ces 8 points.
Comme vous l'aviez peut-être remarqué, le snowboarder il était en train de réaliser une figure acrobatique, une espèce de rotation de 360 degrés au niveau de son snowboard. Et en faisant de la mécanique du point, on ne pourra malheureusement pas étudier cette figure, puisque nous perdons des informations en réduisant le snowboarder à un seul point. Cependant, nous allons pouvoir étudier de manière claire et précise la direction du mouvement et calculer des vitesses de notre snowboarder. Et à chaque instant, le snowboarder il aura finalement deux coordonnées. La première selon I, celle qui ne fait qu'augmenter, car le snowboarder s'est sans cesse déplacé de la gauche vers la droite au cours de son mouvement. Et une coordonnée selon J, qui augmente lorsque le snowboarder s'élève dans les airs, donc jusqu'au point M3 environ, où il va atteindre 4,7 mètres de hauteur, puis qui va diminuer au fur et à mesure que le snowboarder retourne vers le sol. Ce sont donc ces coordonnées qui vont nous permettre en classe de seconde de déterminer la vitesse du snowboarder. C'est ce que nous verrons dans une troisième partie du cours. Mais intéressons-nous pour le moment simplement à la trajectoire du système. Donc la trajectoire, c'est ce que l'on obtient en reliant les différentes positions successives occupées par l'objet étudié. Ici, la trajectoire elle va former une courbe quelconque, qui n'est ni une droite, ni un cercle, ni un arc de cercle. Et par conséquent, on dira que le mouvement il est curviligne. Mais comme vous l'avez vu dans les classes de collège, si en reliant les différentes positions de l'objet, on obtient une droite, alors on a une trajectoire qui forme une droite et le mouvement, on dira qu'il est rectiligne. Et enfin, si lorsque vous reliez les différentes positions occupées par votre système au cours du temps et que vous obtenez un cercle ou un arc de cercle pour la trajectoire, alors cela voudra dire que votre mouvement il est circulaire. Ce sera généralement le cas lorsque nous étudierons les mouvements des planètes ou des satellites. Donc ces trois types de trajectoires et les mouvements qui correspondent sont à retenir. Ces différentes trajectoires elles sont importantes pour pouvoir définir correctement un mouvement, cependant elles ne suffisent pas. Il faut connaître en plus de la trajectoire du système, quelle est sa vitesse pour pouvoir définir complètement le mouvement d'un système. Et la vitesse, on peut la calculer en divisant la distance parcourue par le système par le temps qu'il a mis pour parcourir cette distance. Et si notre distance elle s'exprime en mètres et que notre temps s'exprime en secondes, notre vitesse elle s'exprimera en mètres par seconde. Par exemple, si on regarde ce mouvement rectiligne qui peut correspondre à celui d'un coureur débutant, on constate grâce à l'échelle spatiale que le coureur il s'est déplacé d'une distance de 10 mètres en tout. Et grâce à l'échelle temporelle, on voit qu'il a fait ses 10 mètres en exactement 5 secondes, puisque l'échelle temporelle nous indique qu'il y a une position du coureur qui a été repérée toutes les 1 seconde. Ainsi, si on veut calculer la vitesse du coureur durant le mouvement, on divise donc 10 par 5, la distance parcourue lors du mouvement, par la durée totale du mouvement, et on obtient une vitesse de 2 mètres par seconde. Mais attention, la vitesse que nous venons de calculer, c'est une vitesse moyenne. Et si elle peut sembler pertinente pour le mouvement du coureur, elle le sera beaucoup moins lorsque l'on va vouloir calculer la vitesse de notre snowboarder au cours de son mouvement. En effet, la vitesse du snowboarder, elle semble évoluer au cours du temps, et nous allons donc utiliser en classe de seconde un outil mathématique pour caractériser la vitesse à différents instants, à savoir le vecteur. Nous avions vu qu'à chaque instant, le snowboarder il possède deux coordonnées, et grâce à ces coordonnées, nous allons pouvoir calculer le vecteur déplacement dans un premier temps, puis le vecteur vitesse du système ensuite, et ce pour n'importe quel point du mouvement. Commençons par le vecteur déplacement qui, dans un repère en 2 dimensions comme celui-ci, aura deux coordonnées, une selon I et une selon J. Le vecteur M1, M2 par exemple, qui est le vecteur qui transforme le point M1 en un point M2, comme vous avez vu en mathématiques, eh bien vous allez pouvoir calculer ces coordonnées grâce à la formule qui apparaît et que vous voyez en cours de mathématiques. Donc la coordonnée de ce vecteur selon I, c'est la valeur que prend M2 en I, moins la valeur prise par M1 en I, ce qui nous donne 2 moins 0,2, soit 1,8. Et selon J, la coordonnée de ce vecteur elle est égale à la valeur prise par M2 en J, moins la valeur prise par M1 en J, ce qui nous donne 4,5 moins 3, soit 1,5. Donc finalement, le vecteur déplacement M1 M2, c'est bien un vecteur qui monte d'une unité et demie selon J, tout en se déplaçant d'1,8 unité selon I. Autrement dit, lorsque le snowboarder il est passé du point M1 au point M2,
il est monté d'1,5 mètre et il s'est déplacé vers la droite de 1,8 m. On aurait également pu calculer le vecteur déplacement M4, M5 en utilisant les coordonnées des points M4 et M5, et on trouverait alors que le vecteur déplacement M4, M5 il a pour coordonnées 0,8 selon I et moins 0,8 selon J. Ce qui signifie que le snowboarder, entre les points 4 et 5, il avance de 0,8 unités vers la droite et il descend de 0,8 unités vers le sol. Donc généralement, en classe de seconde, on ne va pas vous demander de retenir ces formules en physique. Ce n'est pas le genre de calcul que vous allez retrouver lors des exercices ou des devoirs, puisqu'on fait ici appel à des notions d'un chapitre de mathématiques que vous venez à peine de digérer. Mais sachez qu'en mathématiques, vous apprenez également à calculer la norme des vecteurs, en faisant racine carrée de la première coordonnée au carré plus de la deuxième coordonnée au carré. Et en calculant la norme de ces vecteurs déplacement, on aurait trouvé globalement que le snowboarder il s'est déplacé de 2,3 mètres entre les points M1 et M2, alors qu'il s'est globalement déplacé de 1,2 m entre les points M4 et M5. Donc comme je vous l'ai dit, en classe de seconde, on ne vous demande pas nécessairement de retenir ces formules, néanmoins on veut que vous sachiez comment ça marche, et vous les utiliserez très probablement lors d'une séance de travaux pratiques. On vous demandera alors d'analyser une séquence d'images et de récupérer les positions successives de votre système à chaque instant à l'aide d'un logiciel de pointage. Puis grâce à un second logiciel de calcul et en utilisant les formules qui vous seront donc données, qui vous seront rappelées, vous obtiendrez les déplacements successifs de votre système. Et il en va de même pour le vecteur vitesse que vous serez capable grâce au logiciel de calculer à chaque instant. Le vecteur vitesse il sera obtenu en divisant le vecteur position par l'échelle temporelle utilisée, delta t, et c'est en calculant la norme de ce vecteur vitesse que vous obtenez finalement une valeur de vitesse pour chaque point. Mais donc ce sont des calculs qui ne sont pas forcément à retenir et qui font davantage l'objet d'une séance de travaux pratiques. Lors d'un exercice ou d'une évaluation, vous allez devoir simplement calculer des vitesses en chaque point et représenter les vecteurs vitesse sur votre papier. Donc parfois dans les exercices vous aurez des images, parfois vous aurez juste les positions successives de votre système. Et on va vous demander en classe de seconde de calculer donc la vitesse instantanée en mesurant le déplacement entre deux points. Donc juste une petite parenthèse, calculer une vitesse instantanée, cela voudrait dire que l'on peut calculer la vitesse à n'importe quel moment. Et pour cela, il faudrait en fait connaître vraiment la position en chaque instant, c'est-à-dire avoir l'équation de la courbe du déplacement. Et en dérivant cette équation, on aurait effectivement la vitesse instantanée. Mais vous verrez ceci en classe de première. En classe de seconde, on considère simplement en fait que puisque l'intervalle de temps séparant les positions successives de votre système elles sont très petites, de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes en général, alors les vitesses que vous allez calculer sont des vitesses instantanées. Mais c'est à mettre entre guillemets puisque vous allez voir que les vitesses, elles sont calculées pour un déplacement entre deux points du système. Voyons donc la méthode à utiliser en classe de seconde et qu'il faut retenir pour calculer des vitesses instantanées en un point. Vous allez venir mesurer donc la distance entre deux points successifs grâce à votre règle graduée. Ici, par exemple, la distance entre M1 et M2, elle vaut 2,3 cm. Il faudra faire ici attention à l'échelle spatiale du document. Nous souhaitons exprimer la vitesse en mètres par seconde, et donc il faudra bien diviser des mètres par des secondes. Ici, par exemple, nous avons une échelle spatiale très simple où 1 cm sur le schéma correspond à 1 mètre dans la réalité. Donc si on mesure que notre snowboarder il s'est déplacé de 2,3 cm, cela signifie que son déplacement il est de 2,3 mètres dans la réalité. Vous aurez parfois des échelles spatiales plus compliquées, il faudra bien faire un tableau de proportionnalité pour pouvoir trouver le déplacement réel en mètres. Mais nous verrons plutôt ça dans une séance d'exercice. En tout cas, une fois que vous avez mesuré le déplacement et que vous avez trouvé combien cela fait de mètres dans la réalité, vous pouvez alors calculer votre vitesse instantanée en un point. Ici au point 1, la vitesse, elle vaut 46 mètres par seconde. C'est en effet ce qu'on trouve si on divise 2,3 mètres, soit la distance parcourue par le snowboarder entre M1 et M2, par le temps qui s'est écoulé entre ces deux positions, à savoir 50 millisecondes.
Et une fois que vous avez calculé votre vitesse instantanée au point 1, on va généralement vous demander de venir représenter votre vecteur vitesse sur le schéma. Votre vecteur vitesse, il devra alors partir du point 1, être tangent à la courbe et aller dans le sens du mouvement, donc vers la droite. Et de plus, on vous demandera souvent d'utiliser une échelle pour représenter correctement la norme de vos vecteurs vitesse. Par exemple, 1 cm sur le schéma, ça représente une vitesse de 10 mètres par seconde dans la réalité. Ainsi, votre vecteur vitesse V1, il devra mesurer 4,6 cm, puisque la vitesse au point 1, elle vaut 46 mètres par seconde. Revoyons la méthode pour tracer maintenant le vecteur vitesse au point M2. Pour cela, nous mesurons la distance entre les points M2 et M3. Nous appliquons la méthode dite du point d'après pour calculer nos vitesses instantanées. Et entre les points M2 et M3, on mesure une distance de 1,5 cm. Nous avons de la chance ici, cela correspond à un déplacement de 1,5 m du snowboarder dans la réalité, donc pas vraiment de calcul à faire pour trouver le déplacement réel. Et en divisant ce déplacement réel en mètres par le temps séparant deux points en secondes, on trouve que la vitesse au point 2, elle est de 30 mètres par seconde. Nous représenterons donc notre vecteur vitesse V2 en le faisant partir du point 2, toujours tangent à la courbe et dans le sens du mouvement. Et cette fois, on fera un vecteur de 3 cm, puisque l'échelle choisie pour représenter la vitesse, elle est de 1 cm pour 10 mètres par seconde. Recommençons une dernière fois pour être sûr de bien retenir la méthode. Pour la vitesse au point 3, il faut mesurer la distance entre les points 3 et 4. Cette distance de 1,2 cm sur le schéma correspond à un déplacement réel du snowboarder de 1,2 m entre les points 3 et 4. Nous pouvons donc appliquer la formule de la vitesse instantanée en un point pour trouver qu'ici le snowboarder il a une vitesse de 24 mètres par seconde au point 3. Attention, les échelles temporelles elles vous sont souvent données en millisecondes et il faudra bien les mettre en secondes pour pouvoir trouver vos vitesses en mètres par seconde. Enfin, on garde toujours la même échelle pour représenter chacun de nos vecteurs vitesse. Ici, nous avions choisi 1 cm pour 10 mètres par seconde dans la réalité. On représente donc un vecteur V3 de taille 2,4 cm, puisque au point 3, le snowboarder il va à une vitesse de 24 mètres par seconde. Et si vous regardez bien les vecteurs vitesse tracés jusqu'à présent, vous constatez qu'ils sont de plus en plus petits. Et cela va nous permettre encore de caractériser un petit peu mieux notre mouvement. On va en effet terminer avec quelques mots de vocabulaire à retenir en fonction de l'évolution du vecteur vitesse. Sachez que si votre vecteur vitesse augmente au cours du temps, cela signifie que votre système est en train d'accélérer. On dit donc que le mouvement est accéléré. En revanche, si les vecteurs vitesse diminuent au cours du temps, votre système est en train de ralentir. Et on dira que le mouvement il est décéléré. Enfin, dernier cas de figure, si la norme de votre vecteur vitesse elle est la même en tout point, en toute position, cela veut dire que votre système il avance à vitesse constante et par conséquent le mouvement on dira qu'il est uniforme. En classe de seconde, vous devez donc dire si vos mouvements ils sont accélérés, décélérés ou uniformes en fonction de l'évolution de votre vecteur vitesse. Ici vous avez en haut un mouvement rectiligne accéléré, au milieu un mouvement rectiligne décéléré et en bas un mouvement rectiligne uniforme. Enfin, concernant le mouvement de nos snowboarders, nous avions en réalité un mouvement séparé en deux phases. Une première phase où nous avions déjà trouvé les vecteurs vitesse, où le mouvement il est curviligne et décéléré, puisque le snowboarder ralentit au fur et à mesure qu'il gagne de l'altitude. Et si nous avions calculé les vitesses instantanées des points suivants et représenté les vecteurs vitesse associés, nous aurions trouvé que le mouvement comporte une deuxième phase, au cours de laquelle le mouvement est curviligne accéléré, puisque lors de la descente, le snowboarder il va gagner de plus en plus de vitesse au fur et à mesure qu'il se rapproche du sol. Nous aurions alors justifié cela en disant que les vecteurs vitesse V4, V5, V6 et V7 sont de plus en plus grands. Pour résumer un petit peu la leçon, nous avons vu comment caractériser un mouvement en fonction de sa trajectoire. Attention ici à la rigueur dans le vocabulaire, il n'existe pas de trajectoire circulaire ni de mouvement en arc de cercle. Il existe des trajectoires qui forment des cercles ou des arcs de cercle et ceci nous permet de dire que le mouvement
associé est circulaire. Nous avons également vu qu'un mouvement il doit être aussi caractérisé en fonction de sa vitesse. Toujours attention à la rigueur dans le vocabulaire. On vous demandera par exemple de dire que le mouvement est uniforme si la vitesse est constante, ou que le mouvement est accéléré si la vitesse augmente. Donc retenez impérativement ces mots de vocabulaire qui servent à décrire correctement les mouvements en classe de seconde, ainsi que les définitions vues en début de chapitre, comme le système, les référentiels, les échelles spatiales ou temporelles. Cela fait déjà beaucoup de notions et exceptionnellement nous allons faire 2 vidéos d'exercice sur ce chapitre. Une première sur ce vocabulaire qui permet de décrire précisément les mouvements. Et la seconde séance d'exercice sera uniquement dédiée au vecteur vitesse. Donc sans les calculs de coordonnées de vecteurs que vous verrez finalement seulement en séance de travaux pratiques, mais juste avec la partie calcul de vitesse instantanée en un point et représentation de ce vecteur vitesse, dont on rappelle une dernière fois la méthodologie. Premièrement, il faut mesurer la distance entre le point où on va appliquer le vecteur et le point d'après sur le schéma. Deuxièmement, il faut exprimer la valeur réelle de cette distance en se servant de l'échelle spatiale fournie sur le document. Troisièmement, il faut calculer la vitesse instantanée au point souhaité en divisant la distance trouvée par la durée séparant 2 positions du système, que nous avons définie comme l'échelle temporelle au début du cours. Et enfin, il faut représenter le vecteur vitesse en utilisant une échelle de vitesse pour que le schéma soit bien représentatif des calculs effectués. Et voilà qui conclut finalement notre premier chapitre de mécanique niveau seconde, à savoir comment décrire un mouvement précisément. Passons maintenant au deuxième chapitre de cette partie sur la mécanique qui s'intitule Modéliser une action sur un système. Ici, nous allons nous intéresser à la partie interaction, autrement dit les forces qui vont venir s'exercer sur un système. Dans un premier temps, nous allons voir la modélisation de ces interactions, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons pouvoir bien représenter ces forces s'appliquant sur un système grâce à des vecteurs, et en appliquant ces vecteurs au bon endroit et en leur donnant le bon sens et la bonne direction. Puis nous verrons quelles sont les interactions principales que nous allons retrouver dans la majorité des cas d'étude, donc des forces particulières dont les caractéristiques seront à retenir. Enfin, nous verrons le principe des actions réciproques qui correspond à la troisième loi de Newton et qui va par ailleurs nous permettre de travailler sur les interactions gravitationnelles. Au chapitre précédent, nous avions vu comment définir un système, un référentiel et comment étudier le mouvement de ce système. Donc ceci, c'était l'étude de la cinématique. Cependant, le mouvement d'un système, à savoir sa trajectoire et sa vitesse, il va pouvoir être influencé par le monde extérieur. Donc comme un ballon de foot qui rebondirait sur un poteau ou sur un chien, ou comme un cycliste qui serait ralenti par le vent. Bref, dans ce chapitre, nous allons étudier la façon dont le mouvement d'un système va changer sous l'action d'autres objets extérieurs. C'est ce qu'on appelle maintenant l'étude de la dynamique. Ces actions provoquées par des objets extérieurs, nous les appellerons souvent des forces. Elles devront être représentées par des vecteurs, ce qui va nous donner plusieurs informations sur leur nature. Déjà, la direction va nous donner l'information sur l'endroit vers lequel le système va être attiré par la force. Autrement dit, selon quelle droite l'action va influencer le mouvement de l'objet. Les vecteurs qui vont nous permettre de représenter nos forces, ils auront également un sens, puisque la direction ne nous donne l'information que de la droite selon laquelle le mouvement du cycliste est influencé. C'est grâce au sens du vecteur, et puisque la flèche pointe vers la gauche, que l'on sait que le cycliste il est ralenti par le vent. Si le cycliste avait le vent dans le dos, la flèche pointerait vers la droite, et son mouvement serait accéléré par le vent. Enfin, les vecteurs ont une troisième caractéristique, c'est leur norme, et cela va correspondre ici à la valeur de la force, que nous allons apprendre à calculer au cours de ce chapitre. Plus la force que nous trouverons sera grande, plus elle va influencer le mouvement du système. Et nous représenterons cela avec une grande flèche. En revanche, si on calcule une petite norme pour le vecteur, cela signifie que le mouvement du cycliste n'est pas beaucoup influencé par le vent. Et nous représenterons alors l'action avec un petit vecteur. Nous avons donc parlé des vecteurs et du fait que l'on doit bien faire attention à leur direction, à leur sens et à leurs normes lorsque nous allons les dessiner. Mais il reste une information essentielle pour pouvoir bien modéliser une action qui s'exerce sur un système.
ou pour pouvoir représenter une force, comme on dirait plus simplement, c'est le point d'application du vecteur. D'où est-ce que doit partir ce vecteur? Je n'ai pas fait démarrer mes vecteurs au hasard ici. Il existe une règle. Et pour bien comprendre cette règle, il faut savoir qu'il existe deux types d'actions différentes. La première catégorie, ça s'appelle les actions de contact. Par exemple, ici, nous avons le pied d'un rugbyman qui va exercer une force sur le ballon. Et bien, lorsque nous allons représenter la force exercée par le pied sur le ballon, nous allons impérativement devoir faire partir notre vecteur au niveau du contact entre le pied et le ballon. Cette force, nous pourrons d'ailleurs l'appeler F de P sur B, pour la force exercée par le pied sur le ballon. À présent, l'autre type d'action que l'on peut retrouver, ce sont les actions qui s'exercent à distance. Pour ce second type de force, elles devront impérativement s'appliquer sur le centre d'inertie du système qui est influencé. Par exemple, ici, la bille est attirée par l'aimant. Nous dessinerons donc le vecteur en le faisant partir du centre d'inertie de la bille, c'est-à-dire là où l'on considère que la masse de la bille est concentrée. Et nous pourrons ici par exemple noter ce vecteur F de A sur B pour la force qu'exerce l'aimant sur la bille. Nous avons donc toutes les informations nécessaires pour bien démarrer ce chapitre et représenter correctement les forces. Je vous rappelle que nous étudions ici à gauche le système ballon et à droite le système bille. Donc au cours de ce chapitre, les vecteurs que nous allons dessiner, ils vont représenter les forces extérieures qui s'appliquent sur le système que l'on étudie. Nous allons à présent représenter les actions principales que vous retrouverez souvent au cours de vos exercices en classe de seconde. Et nous allons commencer par une action à distance que l'on appelle le poids. Donc les vecteurs représentant ces forces particulières, comme le poids, ils auront souvent leurs propres lettres. Ils ne seront pas notés avec un F et des indices comme la force exercée par l'aimant sur la bille que nous notions F de A sur B. Le poids, par exemple, il sera toujours représenté par un vecteur P. Et cette force que l'on appelle le poids, c'est la force qu'exerce un astre sur un système qui se trouve à sa surface. Ici, le poids de l'homme, c'est la force qu'exerce la Terre sur l'homme. L'homme, il est en effet attiré par le centre de la Terre, et on dessine donc un vecteur P qui part du centre d'inertie de l'homme et qui va vers le centre de la Terre. Dans vos exercices, le poids, il est toujours présent, même si on ne le représente pas systématiquement la Terre. On peut étudier le mouvement d'un homme dans une salle, par exemple, et dans ce cas-là, on dessinera simplement une ligne pour le sol. Mais il faudra bien garder à l'esprit que le poids, il est bien présent, même si la Terre, elle n'est pas forcément dessinée. Et la direction du vecteur qui doit représenter cette force, elle sera verticale, puisque le vecteur, il doit suivre une droite qui passe par le centre d'inertie du système, ici l'homme, et le centre de la Terre. Le vecteur P, il devra pointer vers le bas, puisque cette force, elle attire l'homme vers le centre de la Terre. Et enfin, la valeur de cette force, que nous représenterons par la norme du vecteur, elle peut être calculée avec la relation suivante, P est égal à M fois G. Avec M, la masse de l'homme, puisque c'est le système que nous étudions ici, et qui doit être donné en kilogrammes, et G, l'intensité locale de pesanteur, qui sur Terre, vous finirez par le retenir, vaut 9,8 newtons par kilogramme. Le poids, quant à lui, s'exprimera en newtons, comme toutes les forces. Si par exemple on s'intéresse à un homme qui a une masse de 75 kg, en appliquant cette formule et sachant que l'intensité de pesanteur sur Terre vaut 9,8 newtons par kilogramme, on trouve que le poids, c'est-à-dire la force qui attire l'homme vers la Terre, est de 735 newtons. Et si je veux représenter correctement l'intensité de cette force sur mon schéma, je peux par exemple utiliser une échelle d'1 cm pour 100 newtons. Et alors je devrais dessiner un vecteur qui a pour longueur 7,35 cm. Maintenant, si je souhaite représenter le poids qu'exerce la Lune sur un astronaute, je vais également dessiner une flèche verticale qui part du centre d'inertie de l'astronaute et qui va vers le bas, puisqu'il s'agit de la force qui entraîne mon astronaute vers le centre de l'astre, et en l'occurrence ici la Lune. Et si je calcule à présent la valeur de cette force, le poids de l'astronaute sur la Lune, je multiplie la masse de mon astronaute, qui est de 120 kg en comptant la combinaison, par l'intensité de pesanteur sur la Lune, qui elle n'est que de 1,6. Et on trouve finalement, cette fois-ci, une force P de 192 newtons.
Et donc si on souhaite représenter correctement l'intensité de cette force sur le schéma, en reprenant la même échelle de 1 cm pour 100 N, on va alors tracer un vecteur qui mesure un tout petit peu moins de 2 cm. Donc pour conclure, et nous le voyons bien sur nos deux schémas où nous avons utilisé la même échelle, on peut dire que le poids de l'homme sur Terre, il est supérieur au poids de l'astronaute sur la Lune. Autrement dit, la force qu'exerce la Terre sur l'homme, elle est supérieure à la force qu'exerce la Lune sur l'astronaute. Retenez donc bien que le poids est une force qui s'exprimera en newton et ne la confondez surtout pas avec la masse qui est une quantité qui doit s'exprimer dans cette formule-ci en kilogrammes. Une autre force particulière que nous allons souvent retrouver en classe de seconde, c'est la réaction du support, que l'on notera cette fois-ci avec un vecteur grand R. Il s'agit en fait de la force qu'exerce un support sur un système. Elle vient compenser le poids. Ici, cet homme il ne s'enfonce pas jusqu'au centre de la Terre, puisque le sol le retient en exerçant sur lui une force. Une force donc que nous allons représenter avec un vecteur grand R. Et étant donné que nous avons une force de contact, nous allons ici appliquer la force au niveau du contact entre le système et le support. En l'occurrence, dans notre exemple, on fait démarrer la flèche de notre vecteur au point de contact entre l'homme et le sol. La direction de ce vecteur R, elle doit être perpendiculaire au support. Cette fois-ci, je précise bien perpendiculaire au support, étant donné que si j'étudie un skieur en descente, par exemple, la droite par laquelle passe mon vecteur R, elle sera pas verticale, mais oblique. Dans tous les cas, le vecteur R, il doit être perpendiculaire au support. Contrairement au poids que nous avons vu précédemment, qui lui aura toujours une direction verticale puisqu'il est dirigé vers le centre de la Terre. Quant au sens de ce vecteur, qui représente notre réaction du support, il sera vers le haut, puisque c'est la force qu'exerce le sol sur l'homme ici. Et la norme du vecteur s'exprimera en newton, puisque c'est une force, et vu qu'il s'agit en réalité d'une force qui va compenser le poids de l'homme et l'empêcher de s'enfoncer jusqu'au centre de la Terre, elle devra avoir la même intensité que le poids. C'est-à-dire que notre vecteur R, il devra avoir la même norme que le vecteur P. Si on a calculé un poids de 735 N pour notre bonhomme et qu'on a fait un vecteur de 7,3 cm puisqu'on utilisait une échelle de 1 cm pour 100 N, alors on devra également tracer un vecteur R qui va mesurer 7,3 cm. Une troisième force que l'on retrouve souvent en classe de seconde et qui est également une action de contact, c'est la force de tension exercée par un fil sur un système. Donc cela peut être un fil, un câble ou une laisse dans le cas présent qui va venir influencer le mouvement d'un système. Ici, le système étudié, c'est le chien. Et parmi les actions extérieures qui influencent son mouvement, il y a déjà le poids et la réaction du support qui, eux, vont se compenser. Mais il y a aussi la force exercée par la laisse sur le chien, que l'on représente avec un vecteur grand T et qui va influencer le mouvement du chien. Étant une action de contact, le vecteur grand T, il devra partir du point de contact entre le chien et la laisse. Et concernant sa direction, ce sera la direction du fil ou de la laisse, dépendamment du cas qu'on étudie. Quant au sens de ce vecteur, on dit qu'il va du chien vers la laisse, puisque c'est par là que le chien est retenu. Et la norme, comme pour toutes les forces, elle s'exprimera en newton. Sa valeur, elle pourrait être calculée dans certains exercices, lorsque la tension, elle vient compenser le poids d'un objet, vous le verrez. Mais ici, ce n'est pas le cas, on vous la donnerait plutôt directement dans l'énoncé en vous disant que la femme, elle exerce tout simplement une force de 10 newtons pour retenir son chien, par exemple. Voici en tout cas les trois interactions principales que vous retrouverez systématiquement en exercice. Il faudra donc bien représenter les vecteurs correctement. Nous ferons d'ailleurs une première séance d'exercice entièrement dédiée à cela, c'est-à-dire à bien représenter vos vecteurs P pour le poids, R pour une force de réaction du support et T pour une force de tension d'un fil. Et commencez également à retenir par cœur cette formule permettant de calculer le poids. P est égal à mg. Une quatrième action un petit peu plus spécifique que vous retrouverez plus rarement, mais que vous pouvez trouver quand même, c'est la poussée d'Archimède. Il s'agit cette fois de la force exercée par un fluide sur un objet immergé.
Ici, comme il s'agit d'une action à distance, elle va s'appliquer sur le centre de poussée du système immergé. Par exemple ici, un bateau. Nous aurons une direction verticale pour notre vecteur PA qui représente la poussée d'Archimède. Le sens de ce vecteur est vers le haut puisqu'il s'agit d'une force qui empêche le bateau de s'enfoncer au fond de l'océan et qui le retient à la surface. Enfin, la valeur de la poussée d'Archimède, elle s'exprimera en newton comme l'ensemble des forces et elle dépendra de la masse volumique du fluide dans lequel se trouve le système, du volume du bateau qui se trouve sous l'eau, du volume immergé, et de l'intensité de pesanteur. Cette formule n'est pas à retenir par cœur, elle vous sera probablement rappelée si vous avez un exercice sur la poussée d'Archimède. Voyons tout de même un petit exemple d'application numérique. Avec un bateau dont le volume se trouvant sous l'eau serait de 10 mètres cubes, la masse volumique de l'eau étant de 1 g par millilitre, elle doit être ici convertie en kg par mètre cube pour que le résultat trouvé soit bien en newton, ce qui nous donne 1000 kg par mètre cube pour la masse volumique de l'eau. Et finalement, la poussée d'Archimède qui va s'exercer sur mon bateau, elle aura une valeur de 98 000 newtons, ou bien 98 kN, étant donné que nous sommes sur Terre et que l'intensité de pesanteur, elle vaut 9,8 newtons par kilogramme. Voilà en ce qui concerne la poussée d'Archimède, que vous ne risquez pas de retrouver souvent dans les exercices, mais dont je voulais tout de même vous parler, puisque c'est également une force particulière que l'on représente d'ailleurs avec un vecteur PA. Par contre, des forces dont vous pouvez entendre plus souvent parler dans les exercices, ce sont les forces de frottement, qui sont représentées par des vecteurs petit f. Et la spécificité de ces forces, c'est qu'elles n'influencent finalement que très peu le mouvement des systèmes. Donc par conséquent, dans les exercices, nous aurons tendance à les négliger, donc à ne pas faire de calcul avec. Donc, parmi celles qui pourraient avoir le plus d'influence, on peut penser aux forces de frottement qui ralentissent légèrement le skieur lors d'une descente, ou bien la force du vent qui peut freiner un peu le cycliste lorsque le vent est en face, voire lui donner un peu plus de vitesse lorsqu'il a le vent dans le dos. En tout cas, ces forces de frottement, elles sont considérées comme des forces de contact. Donc si vous êtes amené à les représenter, il faudra les appliquer au niveau du contact entre les skis et la piste, dans le cas du skieur, et au niveau du contact entre le vent et le vélo pour le cycliste. La direction de ces forces de frottement, elle est la même que la trajectoire. Vous voyez ici que mon vecteur petit f, il a la même direction que la trajectoire, puisqu'il suit une droite qui est parallèle à la trajectoire. Le sens sera le sens contraire du mouvement, lorsque les frottements ils vont ralentir le système, voire le même sens que le mouvement, s'ils sont amenés à accélérer la vitesse du système, comme le vent dans le dos du cycliste. Concernant l'intensité de ces vecteurs petit f, elle doit s'exprimer en newton, mais comme nous la négligerons souvent dans les exercices, la norme des vecteurs petit f que vous dessinerez devra être petite. Enfin, il existe plein d'autres forces qui peuvent influencer le mouvement d'un objet et que l'on notera généralement grand F quand elles vont influencer grandement le mouvement de l'objet, comme la force du moteur qui fait avancer une voiture, que l'on peut appliquer au niveau du moteur, ou la force que l'on donne à un ballon lorsqu'on va shooter dedans, qui s'applique au niveau du contact entre le pied et le ballon, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Vous pourrez représenter ces forces par des vecteurs ayant la direction et le sens dans lesquels elles vont influencer le mouvement de l'objet. Et si vous êtes amené à représenter ce genre de force, vous le ferez avec des vecteurs plus longs que ceux utilisés pour les forces de frottement qui pourraient ralentir le ballon ou la voiture. Il n'y aura pas de calcul à faire à ce niveau-là en classe de seconde. Il pourrait juste être utile de noter de manière un peu plus précise ces vecteurs en écrivant en indice quel est le système extérieur qui agit sur le système étudié. En écrivant par exemple F de M sur V pour la force du moteur agissant sur la voiture et F de P sur B pour la force du pied agissant sur le ballon. Maintenant que nous avons parlé des principales forces que vous pouvez être amené à représenter en classe de seconde, mais surtout du poids, de la réaction du support et de la tension des fils, nous allons maintenant passer à la troisième partie de ce cours et nous allons voir le principe des actions réciproques, qui n'est autre que la troisième loi de Newton. Nous verrons la première loi de Newton dans le prochain chapitre, que l'on appelle le principe d'inertie, et vous verrez la seconde loi de Newton dans les classes supérieures.
Voyons maintenant ce que nous dit cette troisième loi de Newton, que l'on appelle le principe des actions réciproques. Elle nous dit que si un système A exerce une force F de A sur B sur un système B, alors le système B, il exerce réciproquement et simultanément une force F de B sur A, sur le système A donc. Et cette seconde force, F de B sur A, elle aura comme caractéristique la même direction que la première, un sens contraire et la même valeur. Si on prend par exemple deux systèmes, un livre et une table qui sont en contact, le livre posé sur la table va exercer une force sur elle. Cette force correspond au poids du livre, mais ici nous l'appellerons F de A sur B, A étant le système livre et B étant le système table. Eh bien, d'après le principe des actions réciproques, la table aussi, elle va exercer une force sur le livre. Il s'agit de la réaction du support que nous avons vu un peu plus tôt dans le cours, mais appelons-la ici F de B sur A. Et intéressons-nous à ses caractéristiques. Cette force, elle a la même direction que F de A sur B, puisqu'elles sont toutes les deux sur la même droite. Elle a un sens contraire, puisqu'elle pointe vers le haut, alors que F de A sur B pointait vers le bas. Et les deux forces, elles ont la même intensité, ou bien la même valeur. Il faudra donc bien les représenter par des vecteurs de même taille. Voilà ce que nous dit le principe des actions réciproques. Mais ce principe des actions réciproques, il ne fonctionne pas seulement avec des actions de contact. Nous allons voir un cas particulier avec des actions à distance qui s'exercent entre les astres, que nous appelons les forces d'attraction gravitationnelle. Donc la Terre, elle exerce par exemple une force d'attraction gravitationnelle sur la Lune. Pour représenter cette force d'attraction qu'exerce le système Terre sur le système Lune, on dessine donc un vecteur qui part de la Lune et qui va vers la Terre. Ce vecteur, il a pour direction la droite passant par les milieux des deux astres. Son sens est celui de la Lune vers la Terre, puisque c'est une force qui attire la Lune vers la Terre. Et sa norme, elle peut être calculée avec la formule suivante, qu'il va falloir cette fois retenir par cœur. C'est la seconde formule du cours importante. F de t sur L est égal à G fois m de t fois m de L divisé par d au carré. Ici, le grand G, c'est la constante de gravitation universelle, qui vaudra toujours 6,67 fois 10 puissance moins 11, et qui vous sera bien sûr rappelé dans les exercices. Mt et Ml, ce sont les masses de la Terre et de la Lune, respectivement, qui doivent être données en kilogrammes dans cette formule. Et D, c'est la distance qui va séparer la Terre de la Lune. Cette distance, entre le centre du premier astre et du second astre, doit être donnée en mètres. Et nous aurons pour ce chapitre une seconde séance d'exercice qui sera entièrement dédiée au calcul de force d'attraction gravitationnelle. Donc vous aurez toujours un certain nombre de données et il vous faudra les appliquer dans cette formule. Donc pour notre exemple, il faudrait multiplier la constante de gravitation universelle, qui vaut toujours 6,67 fois 10 puissance moins 11, avec la masse de la Terre et la masse de la Lune au numérateur, que l'on divise par la distance entre les deux astres au carré. Attention, la distance dans cette formule, elle est impérativement exprimée en mètres, et bien souvent dans l'énoncé, comme il s'agit de très grandes distances, elles vous seront données en kilomètres. Il ne faudra pas oublier de faire la conversion. Et à la fin de ce calcul, si on sait bien utiliser sa calculatrice scientifique, on va trouver une force en newton, généralement d'une très grande intensité. Ici, la force d'attraction de la Terre sur la Lune, elle vaut 1,99 fois 10 puissance 20 newtons.
Et comme 1,99 c'est presque 2, on peut représenter cette force par un vecteur de 2 cm. Si on utilise une échelle par exemple, où 1 cm sur notre papier correspond à une force de 10 puissance 20 newtons dans la réalité. Et alors d'après le principe des actions réciproques, la Lune elle va également exercer une force sur la Terre. Cette force elle aura la même direction que celle qu'exerce la Terre sur la Lune. Son sens sera le sens contraire. La force qu'exerce la Lune sur la Terre, elle part donc de la Terre et elle va vers la Lune. Et son intensité, nous pourrions de nouveau la calculer en utilisant la formule de l'attraction gravitationnelle, mais c'est inutile puisque le principe des actions réciproques nous dit qu'elle est égale à la force exercée par la Terre sur la Lune. Ainsi, on sait directement qu'elle vaut 1,99 fois 10 puissance 20 newtons. Et si on veut représenter cette force sur notre schéma, on doit le faire avec un vecteur qui a la même taille, à savoir 2 cm. Donc cette force de 2 fois 10 puissance 20 newtons, elle est très grande pour la Lune, qui est un petit astre, et donc ça va influencer son mouvement, ça va la retenir en orbite autour de la Terre. Par contre, la Terre, qui est un astre beaucoup plus gros, et ben cette force de 2 fois 10 puissance 20 newtons, elle ne va pas vraiment influencer son mouvement. Il vous faudra donc pour ce chapitre bien retenir cette formule permettant de calculer les forces d'attraction gravitationnelle et vous entraîner à calculer ces forces avec de nombreux exercices. Voilà qui termine ce chapitre sur la modélisation d'actions exercées sur des systèmes. Et j'aimerais tout de même terminer ce cours par une petite question qui serait de trouver l'unité de la constante de gravitation universelle, grand G. Pour cela, nous allons procéder à ce que l'on appelle une analyse dimensionnelle. Donc en physique-chimie, jusque maintenant, vous avez vu plusieurs formules, comme la masse volumique, qui s'exprime généralement en grammes par millilitre, ou la vitesse, qui peut s'exprimer en mètres par seconde. Et si on regarde les unités qui se trouvent des deux côtés du signe égal, on retrouve à gauche gramme fois millilitre moins 1, et à droite gramme divisé par millilitre, concernant la masse volumique. Et pour la vitesse, on trouve à gauche mètre fois seconde moins 1, et à droite mètre divisé par seconde. Et vous savez qu'en classe de seconde, maintenant, gramme divisé par millilitre, on note ça gramme fois millilitre moins 1. Pareil pour la vitesse. Donc ce qui est important de retenir, c'est que dans chaque formule en physique ou en chimie, l'unité se trouvant d'un côté du signe égal doit être égale à l'unité se trouvant de l'autre côté. Si on reprend notre formule de la force d'interaction gravitationnelle, où nous cherchons l'unité de grand G, que nous ne connaissons pas, mais nous connaissons toutes les autres. Nous devons donc isoler le grand G et faire une analyse dimensionnelle pour trouver son unité. La distance se trouvant au dénominateur, elle se retrouvera au numérateur. Et les masses se trouvant au numérateur, elles vont se retrouver au dénominateur lorsqu'elles vont passer de l'autre côté. On peut donc commencer à chercher l'unité de grand G. On a donc en haut des newtons multipliés par des mètres au carré, car la distance est en mètres et qu'elle est au carré dans la formule. Et en bas, nous avons une masse en kilogrammes multipliée par une autre. Nous aurons donc des kilogrammes au carré au dénominateur. Et nous avons donc bien retrouvé l'unité de la constante de gravitation universelle, grand G, qui s'exprime en effet en newton, mètre carré, kilogramme, puissance moins 2. On aurait pu faire cet exercice avec la formule de la poussée d'Archimède dont nous avions parlé précédemment, en essayant de trouver en quelle unité doit être exprimée la masse volumique. Alors ici, nous aurions dû isoler la masse volumique, ρ. Il faut donc passer le V et le petit g de l'autre côté. Puisqu'ils étaient en haut, ils vont se retrouver en bas, au dénominateur. À ce moment-là, nous savons que le ρ, il doit s'exprimer donc en newton, puisque la poussée d'Archimède s'exprime en newton, divisé par des mètres cubes, puisque le volume est en mètres cubes, fois des newtons, fois des kilogrammes moins 1, puisque ceci est l'unité de l'intensité de pesanteur petit g. Donc ici, les newtons s'annulent et il nous reste au dénominateur des mètres cubes et des kilogrammes puissance moins 1. Ce que l'on pourrait également noter comme ça, 1 sur des kilogrammes moins 1 fois 1 sur des mètres cubes.
Et en classe de seconde, vous savez que 1 sur des kilogrammes moins 1, cela donne des kilogrammes. Et 1 sur des mètres cubes, cela va donner des mètres puissance moins 3. C'est pour cela que notre masse volumique, elle doit être donnée en kilogrammes fois mètre puissance moins 3. Autrement dit, des kilogrammes par mètre cube. Et voilà qui conclut notre second chapitre de mécanique sur la modélisation d'une action s'appliquant sur un système. Passons maintenant au troisième chapitre de la partie mécanique où nous allons aborder cette fois le principe d'inertie. Et pour commencer ce cours, il faut absolument être à l'aise avec les deux premiers, puisque cette fois-ci nous allons faire le lien entre les mouvements et les interactions. Nous verrons ce cours à travers plus ou moins 3 petites parties. Nous parlerons d'abord du principe d'inertie, puis de la contraposée de ce principe d'inertie, et enfin nous évoquerons rapidement le cas de la chute libre, qui est un bon exemple de la contraposée du principe d'inertie. Lors du chapitre sur les forces, nous étions quittés en voyant la troisième loi de Newton, appelée le principe des actions réciproques, et qui nous avait permis de voir les interactions gravitationnelles. Dans ce cours, nous allons voir la première loi de Newton, que l'on appelle aussi le principe d'inertie, et qui va donc nous permettre de déterminer la nature du mouvement d'un système simplement en fonction des forces qui s'appliquent à celui-ci. Commençons par énoncer dans le détail ce principe d'inertie pour voir ce qu'il veut dire. Donc le principe d'inertie, il nous dit que si les forces qui s'appliquent sur un solide se compensent, donc déjà quand on parle de forces qui se compensent, on est dans un cas où les vecteurs forces qui s'appliquent sur un système, ils vont s'annuler. Comme ici où la force F2, elle vient annuler la force F1, puisqu'elle est de même valeur et de même direction, mais dans le sens opposé. Vous aurez parfois davantage de forces qui s'appliquent sur un solide, et si la somme de toutes ces forces est égale au vecteur nul, alors cela veut dire qu'elles se compensent. Et parfois c'est moins visible, comme avec ces trois vecteurs, mais si on les somme, c'est-à-dire que si on fait une translation par le vecteur F1, suivi d'une translation par le vecteur F2, puis une translation par le vecteur F3, on va se retrouver au point initial, et donc les forces, elles s'annulent. Dans tous les cas, si les forces se compensent, cela veut dire que la somme de vos vecteurs forces est nulle. Et donc si les forces qui s'appliquent sur un système se compensent, alors selon le principe d'inertie, il y a deux possibilités pour le système. Soit il est immobile, comme ce livre qui est posé sur la table, où je vous rappelle que la réaction de la table vient compenser le poids du livre. Ou alors, si les forces se compensent, le système il peut également être dans un mouvement rectiligne uniforme, comme une voiture que le conducteur aurait lancée à une vitesse initiale de 90 km/h et qui n'aurait pas de frein moteur, alors cette voiture elle continuerait de rouler à 80 km/h sans jamais s'arrêter. Attention, pour cela il faudrait que la route soit droite, qu'il n'y ait pas de montée qui pourrait ralentir le mouvement de la voiture. En effet, ici si on somme le poids et la réaction du support, cela va nous donner un vecteur qui va entraîner la voiture vers l'arrière et la ralentir. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de descente puisque la réaction du support est forcément perpendiculaire au support et dans ce cas-là on aurait la somme des vecteurs P et R qui nous donnerait un vecteur entraînant la voiture vers l'avant. Ainsi la voiture accélérerait. Et pour que la voiture continue de rouler à une vitesse constante, il faut également qu'il n'y ait aucun vent. Sinon la voiture finirait également par ralentir si le vent vient de face, voire accélérer si le vent est dans son dos. Enfin, il faut également qu'il n'y ait aucune force de frottement entre les roues et le sol, ce qui aurait également pour effet de ralentir la voiture étant donné que les forces ne se compenseraient pas. Donc finalement, il est très difficile d'observer dans la pratique un système dont les forces se compensent et qui serait dans un mouvement rectiligne uniforme. Mais en théorie, si aucune force ne vient s'ajouter sur la voiture alors qu'elle est lancée avec une vitesse initiale de 90 km/h, eh bien elle devrait continuer de rouler indéfiniment à vitesse constante et son mouvement il serait alors bien rectiligne uniforme. Un exemple qui est souvent pris pour parler du principe d'inertie, c'est le curling, un sport qui se pratique sur la glace, où on a une joueuse qui va lancer une pierre avec une vitesse initiale, et cette pierre elle va être soumise à très peu de frottement étant donné qu'elle est sur la glace. Et en plus, dans une partie de curling, il y a des joueurs, appelés balayeurs, qui vont balayer la glace devant la pierre pour que celle-ci ne subisse pas de frottement et qu'elle puisse atteindre la cible. Et donc s'ils arrivent à bien balayer et à supprimer les forces de frottement, la pierre de curling, elle ne sera plus soumise qu'à son poids et à la force de réaction du support. Et son mouvement, il sera donc rectiligne uniforme. Et par conséquent,
puisque la pierre de curling elle est soumise à des forces qui se compensent, son mouvement il est bien rectiligne uniforme. Et donc voilà ce que nous dit le principe d'inertie. Généralement, vous aurez un exercice sur les forces où vous devrez les représenter, pourquoi pas les calculer. Et à la fin de l'exercice, on vous demandera ce que vous pouvez déduire du mouvement du système qui est soumis à ces forces. Et si vous avez trouvé des forces qui se compensent, alors d'après le principe d'inertie, cela veut dire que votre système il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Et vous pourrez également être amené à utiliser la réciproque du principe d'inertie. À ce moment-là, vous travaillerez plutôt sur un exercice sur les mouvements. Et donc lors de votre exercice, vous trouverez soit que votre système il est immobile, comme la cabine de cet hélicoptère qui effectue un vol stationnaire, soit vous trouverez que votre système il est dans un mouvement rectiligne uniforme, comme ce surfeur, dont vous aurez par exemple montré au cours de l'exercice que le vecteur vitesse est constant en chaque point du mouvement, ce qui signifie que son mouvement est bien rectiligne uniforme. Et alors, dans une dernière question de l'exercice, où on vous demanderait ce que vous pouvez déduire des forces qui s'exercent sur le système, vous devrez répondre qu'elles se compensent ou que leur somme est égale au vecteur nul, étant donné que d'après la réciproque du principe d'inertie, si un système est immobile ou dans un mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Nous allons maintenant parler de la contraposée du principe d'inertie, ou plutôt de ce que l'on peut dire lorsqu'un système est soumis à des forces qui ne se compensent pas. Donc à l'inverse du principe d'inertie, lorsque les forces ne se compensent pas, le système il sera forcément en mouvement. Et son mouvement ne pourra pas être rectiligne uniforme non plus. Si on reprend l'exemple de la voiture qui monte une côte alors que le chauffeur n'appuie pas sur l'accélérateur, on est bien dans un cas où les forces ne se compensent pas, puisque si on additionne le poids et la réaction du support, on obtient un vecteur qui entraîne la voiture vers l'arrière. Et ainsi, d'après la contraposée du principe d'inertie, notre système n'est pas dans un mouvement rectiligne uniforme. En effet, la trajectoire du centre d'inertie de la voiture, elle montre clairement que nous sommes dans un mouvement décéléré. Donc lorsque vous travaillez sur un exercice sur les forces et que vous trouvez que les forces s'appliquant sur un système ne se compensent pas, vous pourrez en déduire, d'après la contraposée du principe d'inertie, que le mouvement du système n'est pas rectiligne uniforme. Et de la même manière, vous pouvez avoir un exercice sur les mouvements, où vous étudiez par exemple le mouvement de la Lune autour de la Terre, dans lequel même si vous allez trouver que la Lune tourne à une vitesse constante autour de la Terre, vous trouverez surtout que son mouvement il est circulaire, et vous n'êtes donc pas en présence d'un mouvement rectiligne uniforme. Et en effet, si on se concentre sur les forces qui s'appliquent sur le système Lune au cours de son mouvement, celle-ci n'est soumise qu'à la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur elle à distance et qui vient en quelque sorte tordre la trajectoire de la Lune qui n'est donc pas une droite. Et ceci est bien vérifié par la réciproque de la contraposée du principe d'inertie. Puisque le mouvement de la Lune n'est pas rectiligne uniforme, alors les forces s'exerçant sur elle ne se compensent pas. Autrement dit, la somme des vecteurs force qui s'appliquent sur le système n'est pas égale au vecteur nul. Voilà donc ce qu'il faut retenir de ce chapitre, beaucoup plus court que les chapitres précédents sur le mouvement ou sur les forces, mais on va commencer à faire le lien entre les deux, et donc à pouvoir déduire quelque chose sur les mouvements à partir des forces, en utilisant le principe d'inertie ou sa contraposée, ou bien déduire quelque chose sur les forces à partir du mouvement, en utilisant les réciproques. La difficulté dans les exercices étant peut-être ici d'employer le bon terme, et donc de bien se rappeler qu'une réciproque signifie que le principe va fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire que dans le principe d'inertie, on part des forces s'appliquant sur le système et on en conclut sur son mouvement, alors que dans la réciproque, on part du mouvement du système pour conclure sur les forces qui s'appliquent à celui-ci. Et alors la contraposée signifie, elle, que l'inverse du principe est vrai. D'ailleurs, le principe d'inertie commence par si les forces s'appliquant sur un système se compensent, alors que la contraposée commence par si les forces s'appliquant sur un système ne se compensent pas. Voilà donc pour le principe d'inertie qui fonctionne dans les deux sens, tout comme sa contraposée. Terminons ce chapitre par le cas d'une chute libre
que vous reverrez plus tard au lycée, puisque c'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'appliquer la seconde loi de Newton. Mais commençons simplement par définir ce qu'est un objet en chute libre. Il s'agit en fait d'un objet qui n'est soumis qu'à une seule force, celle de son poids. Donc en théorie, un système il pourrait se trouver en chute libre que lorsqu'il est dans le vide. Puisque dans l'atmosphère terrestre, vous aurez des forces de frottement qui vont venir ralentir légèrement la chute de votre système. Cependant, ces forces de frottement, elles sont très petites par rapport au poids. Et donc dans les exercices, on va négliger ces forces de frottement. On pourra alors bien considérer que nos objets se trouvent en chute libre. Et finalement, lorsqu'un objet est en chute libre, il s'agit d'un parfait exemple de la contraposée du principe d'inertie. En effet, lors de sa chute, le système n'est soumis qu'à son poids. Donc, il est soumis à des forces qui ne se compensent pas, puisque la somme des forces qui s'exercent sur la balle, ici, n'est pas égale au vecteur nul. Elle est égale au vecteur P. Donc, d'après la contraposée du principe d'inertie, le mouvement de la balle n'est pas rectiligne uniforme. Il est en effet assez facile de visualiser ici que la balle elle est entraînée dans un mouvement rectiligne, oui, mais accéléré, puisque la distance séparant deux positions successives augmente, et au fur et à mesure que la balle se rapproche du sol, elle prend donc bien de la vitesse. Terminons avec un autre exemple, celui d'un parachutiste, qui au début de son saut n'est soumis qu'à la force de son poids, puisque ici aussi nous négligeons les forces de frottement qui sont très faibles par rapport au poids. Nous sommes donc bien dans le cas d'une chute libre, où la somme des forces exercées sur notre système parachutiste ne se compense pas, puisqu'elle est égale au vecteur P. Et donc, d'après la contraposée du principe d'inertie, le mouvement du parachutiste n'est pas rectiligne uniforme. Par contre, au bout d'un moment, le parachutiste il va déployer son parachute et les forces du vent s'appliquant sur le parachute, elles ne seront pas négligeables. Elles vont d'ailleurs rapidement venir compenser le poids du parachutiste. Et à ce moment-là, nous allons nous retrouver dans le cas du principe d'inertie, puisque la somme des forces qui s'appliquent sur le parachutiste se compense. Autrement dit, les vecteurs P et F s'annulent. Et donc, d'après le principe d'inertie, puisque les forces se compensent, à partir de ce moment-là, le parachutiste il va avoir un mouvement rectiligne uniforme. Et donc si nous avons un exercice au cours duquel on utilise le mouvement d'un parachutiste, on peut alors avoir une courbe de vitesse qui ressemble à celle-ci avant que le parachutiste n'arrive au sol, et nous aurons un mouvement qui sera décomposé en trois phases. Lors d'une première phase, la vitesse du parachutiste augmente, et puisque son mouvement n'est pas rectiligne uniforme, les forces qui s'appliquent sur lui à ce moment-là ne se compensent pas, d'après la réciproque de la contraposée du principe d'inertie. Il est d'ailleurs en chute libre si on considère que les forces de frottement s'appliquant sur son corps sont très faibles par rapport au poids. Et donc sa vitesse ne cesse d'accélérer. Et puis à un moment, il va déployer son parachute et alors il va commencer à ralentir puisque les forces de frottement s'appliquant sur son parachute vont augmenter et commencer à le retenir vers le haut. Nous avons donc une deuxième phase avec un mouvement décéléré et nous sommes toujours dans le cas où les forces ne se compensent pas. Et finalement, le parachutiste il va entrer dans une troisième phase de son mouvement où sa vitesse se sera stabilisée à 10 mètres par seconde dans l'exemple de notre courbe. La vitesse elle est donc devenue constante. Notre parachutiste il est maintenant dans un mouvement rectiligne uniforme. Et d'après la réciproque du principe d'inertie, si le parachutiste est dans un mouvement rectiligne uniforme, cela veut dire que les forces s'appliquant sur lui se compensent. Autrement dit, les forces de frottement s'appliquant sur le parachute s'annulent avec le poids du parachutiste. Voilà donc pour l'exemple du parachutiste qui nous a permis d'appliquer le principe d'inertie et sa contraposée, ainsi que leur réciproque, et donc de bien faire le lien entre le mouvement d'un système et les forces qui s'appliquent à celui-ci. Voilà qui conclut donc notre chapitre sur le principe d'inertie et par la même occasion la partie du programme sur la mécanique.